catches, puts up a three. Won't go. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'After Hoopcast, votre rendez-vous du dimanche pour parler un petit peu NBA hors du temps. À ma gauche, Georges, j'ai dit bonjour. Bonjour Alain. Et à ma droite, Jérémy Lebescon. Bonjour Alain, bonjour Georges. Messieurs, on démarre 2016 avec un petit coup de cœur parce qu'on va parler de joueurs souvent attachants, les petits de NBA. C'est peut-être plus facile de s'identifier à eux, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont attachants. C'est très relatif, hein. Si je vous dis petit d'ailleurs, à qui vous pensez en premier? Earl Boykins, Allen Iverson. Et Muggsy Bogues. Voilà, mais on est d'accord, le plus Iverson, petit je pense aussi, ouais. de tous. Officiellement, Iverson faisait 1,83 Voilà, mais... on peut le dire, je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'Allen Iverson était plus proche d'un mètre 78. Tout à fait. Voilà. Ouais. Alors, on va commencer justement par Moxie Bogues. Tu le disais, Georges, 1m60, c'est le plus petit joueur de l'histoire de la NBA. On va remonter par ordre de taille. 1m60, 7,7 points et 7,6 matchs. Et pour la petite anecdote, il a joué avec Manute Bol, qui est un des deux plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Ils avaient 71 cm de différence. Et ça a donné des photos absolument cultes. Et alors, Moxie Bogues, petit mais vrai bon joueur. Oui. Bon, surtout la vitesse d'exécution, les passes décisives. C'était pas un gros scoreur, mais un vrai meneur classique qui mettait en place les autres et une vraie présence dans les vestiaires. Il avait une grosse personnalité. Ouais, mais il a fait même de grosses saisons, même offensivement, enfin de grosses saisons supérieures aux 10 points de moyenne, de mémoire. Est-ce qu'il n'a pas dunké, Muggsy Bogues? J'étais en train de me poser la question. Il a jamais dunké? D'accord, ok. Non, mais en plus, il a joué combien de temps Mais c'est ça, il a eu une vraie carrière en fait. Hein. C'est pas anecdotique d'avoir eu un joueur d'un moment. Il a dû jouer quoi, 12 saisons? Oui, une bonne dizaine d'années. Il était hyper respecté, notamment par Michael Jordan, qui l'appréciait énormément, et c'était un leader dans les vestiaires. Et en fait, quand on fait on dit 1m60, en plus je crois que c'était, bon on s'en fout, c'est un centimètre près, mais je crois que c'était même 1m59. Il est à 60 officiellement en tout cas. Et quand on fait cette taille-là, et dans une ligue comme ça, on inspire forcément le respect des adversaires et des coéquipiers parce qu'ils ont tous salué tous les efforts qu'il avait dû mettre en œuvre pour arriver à ce niveau-là et jouer aussi longtemps. Et c'est pour ça que c'était le petit général et un joueur apprécié par tout le monde, quoi. Et puis 14 saisons, me dit Simon dans l'oreillette, merci à lui. Donc oui, non, c'est vrai. Et puis personnage médiatique, parce que moi je sais que à l'âge que j'avais dans les années 90, il y avait aussi des pubs, des trucs comme ça avec Moxie Bogues. Il y avait Moxie contre Goliath, des choses comme ça. C'était un personnage. Tout son nom, Muggsy, ça fait hollywoodien. Et puis, il avait une bonne bouille. Il a joué la majeure partie de sa carrière à Charlotte, enfin une grosse partie. Et en plus, à cette époque-là, c'était quand même une franchise emblématique de la NBA grâce au logo, grâce aussi à Larry Johnson, et qui était aussi un personnage de publicité avec son fameux personnage de la grand-mère. Et tout ça contribue au fait que cette franchise resplendissait un petit peu, même au-delà même des frontières américaines, jusqu'en France, etc. quoi. Et Simon me fait remarquer que Jérémy est trop grand. Si on peut l'avoir un retour sur Jérémy qui cache totalement Moxie Bogues en fait, dans l'image qui est derrière lui. On voit juste un NBA, ça me fait plaisir. tout petit peu de crâne. Vas-y, décale-toi un petit peu. Voilà, il y a Moxie Bogues, il est caché. Et est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu un match exhibition à Bercy, à Paris? C'était Golden State contre Charlotte. Et c'est là aussi où on a retrouvé Muggsy Bogues à côté de Manute Bol dans ces fameuses photos. Earl Boykins est un tout petit peu plus grand, 1m65, et lui c'est plus récent, hein. Pareil, très longue carrière, il a beaucoup tourné Earl Boykins pour le coup. C'est un de mes joueurs préférés dans la ligue et je trouve que c'était un joueur trop sous-estimé, il a beaucoup bougé parce qu'encore une fois le problème des équipes a donné des contrats de longue durée à des joueurs qui en fait n'arrivent pas à avoir le respect de leurs dirigeants alors qu'ils sont aussi forts sur le terrain que nombre de joueurs. Bon, c'était un peu plus un soliste, moins un organisateur que Muggsy Bogues, plus un scoreur finalement dans l'âme, mais un super joueur de basket et qui a fait de très belles choses, notamment moi je me rappelle de lui au Heat ou même à Milwaukee de mémoire et je sais pas, j'adorais ce joueur. Ben justement, le fait qu'il soit scoreur à cette taille-là, c'est plus que rare, c'est absolument unique. Il était adroit et on se dit, mais comment il arrivait à tirer face à des défenseurs qui faisaient 30 cm de plus et qui pouvaient le contrer en restant loin. Donc voilà, parce qu'il avait une technique, des feintes, des appuis. Bon, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié aussi. Spud Webb est le suivant, 1m70. Alors lui, dunker pour le coup, ça c'est sûr, et vainqueur du concours de dunk. C'était quand même quelque chose d'incroyable, je suppose. Complètement, un des plus grands exploits de l'histoire du All-Star Weekend. On se souvient des grands concours de dunk même de la saison passée. Mais voir un joueur de cette taille réussir les dunks qu'il a fait cette année-là, c'était au-delà du réel. Et c'était en plein milieu de l'âge d'or un peu du concours de dunk, puisque c'était en 86, donc c'était l'époque où il y avait Jordan Dominique avant, Wilkins, Jordan, bien sûr.
Nate Robinson, toujours dans les dunks, 1m75, un peu plus grand, 5 cm de plus, mais pareil, des concours incroyables. Des concours de dunk incroyables, un joueur capable de tout faire, surtout qu'il a sauvé des équipes, notamment les Bulls de Tom Thibodeau, etc. Mais encore une fois, toujours le même schéma, un peu comme Earl Boykins, incapable de se faire prolonger sur des contrats à longue durée, etc. Incapable de gagner la même somme que d'autres meneurs. Après, il était vraiment très, très scoreur et très soliste presque dans l'âme. Oui. Et c'était parfois difficile pour certaines équipes parce qu'il était vraiment pas assez organisateur. Mais il a fait des choses incroyables sur le terrain. Il a fait des choses formidables. Et je pense notamment à cette série de playoffs pour Chicago et toute cette fin de saison-là qu'il a fait sous les ordres de Tom Thibodeau. Il a été fantastique. Ou ce concours de dunk où il rate plus de 20 fois le même dunk et il finit quand même, malgré la fatigue, à le réussir à la fin. Et on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il avait un moteur extraordinaire, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire motivation, un physique invraisemblable. Mais ce qu'on oublie de dire pour tous ces joueurs, c'est que c'était pas vraiment côté attaque qu'il y avait des soucis, c'était en défense, parce qu'ils étaient en post-up sans arrêt. Et s'ils n'ont pas été prolongés au niveau des contrats, c'est souvent sur le plan défensif que ça ne marchait pas. Bon, Nate Robinson, il y a aussi ce contre sur Yao Ming qui est assez incroyable. Oui, si vous avez l'occasion de le retrouver, c'est une des images fortes. Calvin Murphy faisait 1m75 aussi, lui il est peut-être moins connu, mais mine de rien. Mais le plus fort de tous avec Iverson. C'est ça, il est All-Star en 79, son numéro 23 est retiré par les Rockets et il est Hall of Famer, et il était All-American à la fac. Pour sa carrière, je crois. Il était très haut, c'était un vrai très bon joueur. Georges, tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur lui. Il était dans les meilleurs scoreurs certaines saisons. Donc, c'était un peu comme Nate Archibald. C'était un minor scorer qui pouvait accumuler les points et les passes décisives. Bon, Archibald, c'était le niveau dessus parce qu'il était à 30 points et 10 passes. Donc, meilleur marqueur et meilleur passeur la même saison dans l'NBA avec Cincinnati. Et il était un peu plus grand que notre liste, mais il était pas si grand que ça. Il devait faire 1m80 à peine. Donc, un peu comme Iverson. Mais bon, comment ne pas avoir du respect pour ces petits lutins dans un monde de géants? Non, mais je suis d'accord avec Georges. Après, moi, ça me fait énormément penser, mais peut-être qu'on en parle et peut-être que c'est le prochain sur la liste, à Isaiah Thomas. Voilà. Exactement. Merci pour ce lancement. C'est le Calvin Murphy d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est exactement le même style de joueur. On a ses stats à Isaiah Thomas, qui est actuellement le lutin de la NBA, 1m75, 27,7 points, 6,3 passes décisives et 45% d'arrêt, c'est énorme. Ce qu'il fait, c'est monstrueux et énormément aussi de respect pour Brad Stevens pour lui avoir confié autant de responsabilités, etc. Et encore une fois, c'est un joueur qui, au début de sa carrière, a manqué de respect. Certes, moi, tout début, dans ces premières années, je le voyais plus peut-être faire une carrière à la Bobby Jackson, au mieux, de bonnes saisons en tant que backup, en tant que sixième homme. Et en fait, une fois qu'il est parti de Phoenix, notamment dans cette configuration à 3 meneurs qui était scandaleuse, aujourd'hui, finalement, des trois, entre Brandon Knight, Eric Bledsoe et lui, c'est quand même lui qui réussit les plus belles performances, etc. Il fait partie des meilleurs meneurs de toute la NBA aujourd'hui. Ce qu'il fait sur le terrain est incroyable. Et on l'enlève des Celtics. Offensivement, il y a plus rien. Il n'y a plus grand-chose. Et voilà, il est formidable cette année. Il est formidable. Georges? C'est ça. Bon, All-Star confirmé avec Lowry et Kyrie Irving, à mon avis, à l'Est. Donc, ça veut dire qu'il est devant quelqu'un comme John Wall, qui est quand même un énorme joueur. Et la liste est longue. Chapeau. Ce qui sera intéressant de voir, c'est que là, il gagne 8 millions de dollars par an. Il va bientôt devoir renégocier son contrat. Et il faudra voir si Danny Ainge ose lui signer, lui proposer un contrat qui est égal, au moins équivalent à la valeur d'autres joueurs qui sont plus grands et du même talent et il va passer entre 20 et 30 sans aucun problème. Je suis pas sûr. Je crois. Moi, j'en suis convaincu. Je ne suis pas sûr. Ça serait vraiment mérité. 27 points par match? Oui, bien sûr. 27 points par match? Mais on verra et tout ce qu'il fait à Boston? Ça signifiera si oui ou non il a enfin gagné l'estime pour de bon dans sa carrière. Petit quiz express, il est le plus petit joueur de la NBA, à égalité avec... Il y en a un deuxième qui fait 1m75. DJ Barrea? Non. Ah, tiens, c'est marrant, je ne l'ai pas vu dans les stats, mais attention, je pense que Barrea, en réalité, fait 1m75. Ouais, mais ils ont gonflé un peu sa taille au début de sa carrière. Il n'existait plus, en tout cas. Non, il est à égalité avec Keffelder, qui est dans le... Ah oui, le Cavaliers. Voilà, dans l'effectif des Cavaliers, mais ce sont les deux plus petits joueurs de la NBA. C'est pour ça qu'on voulait parler un petit peu des performances de Thomas et des meilleurs petits de la NBA, toute proportion gardée, bien sûr. Dans le monde réel, 1m80, 1m75, c'est pas petit. Merci. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. 1,78 pour moi. Bon, voilà. Allez, voilà pour cet after. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao.